Bonjour, dans cette vidéo, on va essayer de rentrer dans la tête de Sam Altman d'OpenAI, la personne qui est entre autres derrière ChatGPT 3.5, 4, etc. Voir ce qu'il pourrait éventuellement penser des risques posés par l'IA en nous basant sur une micro-lettre ouverte qui a été postée récemment, hein. J'enregistre ça le 31 mai 2023, on va arriver en avril. Bon, il y avait pas mal de choses qui se sont passées déjà depuis fin 2022, ça bouge, ça bouge. Et en fait, toute une ribambelle de gens du secteur, hein, des grands noms du secteur de l'IA, ont publié ceci. C'est très court. Mitigating the risk of extinction from AI should be a global priority alongside other societal scale risks such as pandemics and nuclear war. Donc en fait, le fait de limiter les risques d'extinction de l'espèce humaine liés à l'expansion de l'IA devrait être une priorité mondiale, tout comme, enfin voilà, tout comme pourrait l'être la gestion des pandémies, de la guerre nucléaire, etc. Ils ont fait court cette fois. Moi, j'ai fait une autre vidéo sur une autre lettre qui date d'il y a quelques semaines, qui était plus longue sur des sujets un peu semblables. Là, je voudrais rebondir en fait sur des vieux écrits de Sam Altman, donc qui clairement en tant que figure de proue d'OpenAI est une des personnes qui influence le plus le monde à l'heure actuelle dans ce secteur. Après, ça pourrait changer. Beaucoup d'initiatives sont en cours, mais pour l'instant, il a beaucoup d'importance. Et il y a quand même pas mal de gens qui supposent qu'en tant que personne riche ou qu'en tant que leader du secteur, il pourrait peut-être mentir sur ses véritables croyances en la matière parce qu'il pourrait se sentir menacé dans son statut de leader par la popularisation et la démocratisation de l'IA. C'est possible, j'en sais rien, je peux vraiment pas savoir ni quel sera le futur, ni ce qu'il y a dans la tête de ce monsieur. Mais je pense que, comme on est dans une ère un peu des réactions tout le temps à chaud, immédiates, ça me semble intéressant de voir ce que pensait Sam Altman il y a des années à ce sujet. Et sur son blog, il y a un article posté il y a 8 ans, en février, le 25 février 2015, voilà, qui expose un peu sa vision de ce qui arrive à l'époque. Bien sûr, il y avait déjà, je dirais, ChatGPT 3.5 ou 4. C'est pas sorti de nulle part, hein. On travaille depuis longtemps sur tout ce genre de technologie. Donc, qu'est-ce qu'il en pensait il y a 7-8 ans? On va voir qu'il y avait déjà des craintes, hein, dans ce qu'il voyait poindre. Et bah, voilà, je ne vais pas donner spécialement d'avis, je vais simplement lire, traduire un peu en direct ce qu'il a pu. Les traductions automatiques sont pas toujours très bonnes, donc désolé si ça sera parfois peut-être un petit peu poussif, mais j'ai déjà lu l'article. Je vais le, je vais le relire en essayant de dire ça en français en même temps. Et puis voilà, je vous laisserai ensuite vous faire votre propre avis sur le sujet. Je pourrais peut-être donner le mien rapidement, mais l'idée, c'est pas de convaincre qui que ce soit. Donc, Machine Intelligence Part 1. Alors, je vais commencer tout de suite. La note arrive un peu plus bas, mais parfois je dirais IA pour simplifier. Mais dans cet article, il dit qu'il préfère utiliser le terme de Machine Intelligence plutôt qu'Artificial Intelligence parce que le terme artificiel semble impliquer que c'est pas réel ou que c'est pas très bon. Et il ajoute que quand ce sera bien développé, il n'y aura rien d'artificiel à propos de cette intelligence. C'est pas inintéressant, et moi-même, c'est vrai que j'imagine enfin, que les êtres humains sont des sortes d'ordinateurs biologiques très perfectionnés. Enfin, je dis pas qu'on a été créé de la même façon, mais je suppose que ce qu'on est simulable de manière technologique si on en avait la capacité. Donc, oui, c'est vrai que le terme artificiel peut être un peu négatif de manière injuste. Je ne sais pas comment traduire machine intelligence en français. Intelligence électronique peut-être, parce que le terme machine, il passerait pas très bien dans une traduction directe. Mais bon, pardonnez-moi si je dis souvent IA, et puis
on se comprendra. Le tout, c'est d'avoir expliqué au début sa vision sur ces termes. Ça commence avec un premier titre. Donc au début, il dit juste que c'est en deux parties, hein. Je lirai ensuite la partie 2. Pourquoi vous devriez craindre ce type d'intelligence? Le développement ce qu'il appelle une SMI, Superhuman Machine Intelligence, donc une intelligence électronique superhumaine. Alors pour simplifier, on va dire ASI là-dessus, Artificial Super Intelligence. Encore une fois, il aimerait peut-être pas trop ce terme, mais ça sera plus simple parce que dans d'autres articles qu'on lira dans d'autres vidéos, c'est ce qui est utilisé. Donc le développement d'une ASI est probablement la plus grande menace envers l'existence de l'humanité. Il y a d'autres menaces qui, bien sûr, ont plus de chances d'arriver. Par exemple, le fait qu'un virus fabriqué avec une longue incubation, une longue période d'incubation et un taux de mortalité élevé. Mais il est peu probable que ce genre de menace détruise tous les êtres humains dans l'univers de la même façon qu'une ASI le pourrait. Aussi, la plupart de ces autres grandes menaces sont déjà craintes. Il est extrêmement difficile de mettre une échelle de temps sur le moment où ça pourrait arriver, on y reviendra. Et il est certain qu'on dirait que la plupart des gens qui travaillent dans ce milieu pensent que c'est encore très très lointain. Alors je fais une petite parenthèse. C'est vrai que la SI était vue comme très très lointaine il y a quelques années, mais évidemment avec les évolutions récentes, ça a été revu en plus court, quand même. Mais il est aussi extrêmement difficile de croire que ça n'arrivera jamais. La SI n'a pas à être une créature, enfin quelque chose de méchant comme dans les romans de science-fiction, enfin quelque chose qui voudrait nous tuer. Un scénario plus probable est qu'il s'en fiche un peu de nous de toute façon, mais que dans un effort pour accomplir un autre but, la plupart des autres buts, si vous y pensez suffisamment longtemps, pourraient en fait faire en sorte que l'utilisation des humains en tant que ressources puisse faire sens. Donc voilà, ça peut être un de ces buts à côté qui pourrait nous éliminer. Certains buts comme l'autopréservation pourraient clairement bénéficier de l'absence d'êtres humains. Nous lavons les mains non parce qu'on veut activement faire du mal envers les bactéries et les virus qu'il y a dessus, mais simplement parce qu'on ne veut pas que ça se mette en travers de nos plans. Au passage, l'excellent livre de Nick Bostrom, Super Intelligence, est la meilleure chose que j'ai vue sur ce sujet. Ça vaut le détour. La plupart des intelligences électroniques, la plupart du développement de ces intelligences implique une fitness function, quelque chose que le programme essaie d'optimiser. À un certain point, quelqu'un va probablement essayer de donner à un programme une fitness function disant, enfin, comment dire, survie et reproduis-toi. Ouais. Même si ce n'est pas le cas, ce sera probablement un sous-but utile de nombreuses autres fonctions de ce même type. Ça a bien marché pour la vie biologique. Malheureusement pour nous, une chose que j'ai appris quand j'étais étudiant dans le laboratoire IA de Stanford, c'est que les programmes arrivent souvent à leur but de manière imprévisible. L'évolution va continuer et si les humains ne sont plus... Je vais zoomer un petit peu peut-être, ce sera mieux si vous lisez en même temps. Voilà. L'évolution va continuer et si les humains ne sont plus l'espèce la plus adéquate, nous pourrions disparaître. Dans un certain sens, c'est le système qui fonctionne comme il a été conçu. Mais en tant qu'humain programmé pour survivre et se reproduire, je pense qu'on devrait combattre cet état de fait. Comment pouvons-nous survivre au développement de la SI? Ça pourrait ne pas être possible. Une de mes 4 explications préférées au au paradoxe de Fermi, pour rappel, c'est le paradoxe qui dit étrangement, il y a plein d'étoiles et de planètes dans l'univers, mais on ne voit pas de signes d'autres intelligences. Donc je reprends ce que disait Sam Altman. Une de mes 4 explications préférées à ce paradoxe est que la vie biologique finit toujours par créer une intelligence électronique
qui finit par détruire la vie biologique et puis, pour une certaine raison, on décide de rester indétecté. Il est très difficile de savoir à quel point on est proche de ces IA qui surpasseraient l'intelligence humaine. La progression de ces intelligences est liée à une double fonction exponentielle. Alors d'une part, les programmes écrits par les humains et la puissance de calcul s'améliorent à une vitesse exponentielle. Et l'auto-apprentissage et l'auto-amélioration de ces programmes sera aussi réalisé à une vitesse exponentielle. Le progrès de ces développements pourrait sembler relativement lent et tout d'un coup devenir vertical et accélérer de manière vertigineuse. Les choses pourraient devenir hors de contrôle très rapidement. Cela pourrait aussi être très graduel et on pourrait à la limite ne même pas tellement s'apercevoir que c'est en train d'arriver. Comme c'était mentionné plus tôt, c'est probablement encore lointain, en particulier dans tout ce qui est capacité à construire des robots tueurs sans aide de la part des humains. Mais l'auto-amélioration récursive est une force puissante, et ainsi il est difficile d'avoir les opinions très arrêtées à propos d'une ASI qui arriverait dans 10 ou des centaines d'années. Nous avons aussi une mauvaise habitude qui est de changer la définition de l'intelligence des machines. Ça me fait marrer parce que je l'ai souvent constaté, c'est vrai. Nous avons une sale habitude qui est de changer la définition de ce qu'est l'intelligence quand un programme devient vraiment bon à faire un certain problème. Par exemple, les échecs, le jeu du Jeopardy, les voitures autonomes, etc. Une fois que ça... oh, c'est vrai que c'est moi qui parle, une petite parenthèse, mais c'est vrai que quand une IA finit par faire quelque chose qui était hors de portée pendant très longtemps, on est peut-être impressionné très peu de temps, et puis finalement on finit très vite par relativiser en disant ouais mais bon, finalement c'était pas si difficile. Bon, cela peut donner l'impression qu'on fait pas tellement de progrès. Ok, admettons l'intelligence électronique étroite, c'est-à-dire en opposition aux IA générales hein, qui pourraient traiter toutes sortes de problèmes. Donc les intelligences étroites, c'est par exemple 1000 journées ou les choses qui font une tâche très bien et qui ne savent pas faire le reste. Donc il dit les intelligences étroites sont très différentes des intelligences générales. Mais je pense que c'est un potentiel angle mort. C'est difficile de regarder à l'allure des améliorations dans les 40 dernières années et de penser que dans les 40 années qui arrivent, il ne va rien se passer de dingue. Il y a 40 ans, on avait Pong. Aujourd'hui, on a la réalité virtuelle, mais une réalité virtuelle si avancée qu'il est difficile de savoir si c'est vrai ou pas. Vraiment. Et les ordinateurs peuvent battre les humains dans la plupart des jeux. Ceci dit, pour être juste, dans les 40 dernières années, on a fait peu de progrès sur les parties de l'intelligence artificielle qui semblent vraiment difficiles, l'apprentissage, la créativité, la recherche basique avec beaucoup de puissance de calcul a simplement marché mieux que prévu. Donc là, petite parenthèse, je rappelle que c'était écrit en 2015 sur la créativité et l'apprentissage, il y a eu du progrès, c'est sûr. Une raison additionnelle, faisant que le progrès vers l'ASI est difficile à quantifier, c'est que les comportements émergents, bah, sont toujours un challenge un peu pour l'intuition. Le la critique commune, hein, de l'artificiel, de la machine, je vais arriver, de l'intelligence artificielle actuelle, c'est-à-dire le fait que personne n'a produit quoi que ce soit qui se rapproche de la créativité humaine et que ça serait lié à toute forme de réelle intelligence, bah, tout ça fait que beaucoup de gens intelligents pensent que l'ASI doit être très éloignée. Encore une fois, maintenant que les IA peuvent créer des textes artistiques ou des images, bon, ça peut faire relativiser, bien que, bon, on peut être encore loin de l'ASI, bien sûr. Je reprends sur ce que dit Sam Altman. Mais il est très possible que la créativité et ce que nous pensons de nous en tant qu'humains intelligents, enfin à propos de l'intelligence humaine, ne soient que des propriétés émergentes d'un petit nombre d'algorithmes qui opèrent avec une grande puissance de calcul. En fait, de nombreux chercheurs respectés concernant le néocortex
pense qu'il y a effectivement un algorithme pour toute l'intelligence. Je me souviens bien, mon conseiller à la fac disant que la raison pour laquelle il était excité à propos de ces IA, c'était que la recherche sur le cerveau semblait montrer qu'il était possible qu'il n'y ait qu'un seul algorithme, que les scientifiques, auraient à figure out, auraient à trouver pour faire l'équivalent chez les machines. Parce que nous ne comprenons pas comment l'intelligence humaine marche, il est difficile de faire des affirmations fortes sur la durée qu'il nous faudra encore pour le simuler. On pourrait être complètement hors piste ou on pourrait être tout proche, à un algorithme près. Les cerveaux humains n'ont pas l'air très différents des cerveaux de chimpanzés, et pourtant, ils produisent des capacités très différentes. On se moque des intelligences électroniques actuelles comme si c'était des petits tours de passe-passe. Mais peut-être que notre propre intelligence n'est que la combinaison émergente d'un ensemble de tours de passe-passe. Beaucoup de gens semblent penser que la SI devrait être très dangereuse si elle était développée, mais pensent que ça n'arrivera jamais ou que c'est vraiment très loin. C'est un raisonnement glissant et dangereux. Je vais passer tout de suite à la deuxième partie, qu'il avait écrit le lendemain ou vraiment très rapidement, enfin quelques jours après. Et là, c'est intéressant parce que ça parle en 2015. The Need for Regulation, ça parle d'un besoin de réguler. Donc, voilà, je dis pas que c'est un philanthrope, je sais pas ce qu'est ce monsieur, ce qu'il a dans sa tête, mais ça me paraît un peu délicat de l'accuser tout de suite dès qu'il parle de régulation, de l'accuser de retourner sa veste et de vouloir s'arranger. Il y a 8 ans, il n'avait pas l'importance qu'il a aujourd'hui et il le pensait déjà. On peut au moins lui accorder ça, quoi. Allons-y. Le besoin de régulation. Bien qu'il y ait eu beaucoup de discussions à propos des dangers de la machine, de l'intelligence artificielle récemment, il y a eu beaucoup de discussions. Il n'y a pas eu beaucoup de discussions à propos de ce que nous devrions faire pour limiter la menace. C'est en partie dû au fait que beaucoup de gens sont presque fiers de la façon dont ils croient que les algorithmes dans leur cerveau, dans leurs neurones, ne seront jamais répliqués avec du silicone. Et ainsi, ils ne pensent pas que ce soit vraiment une menace. Une autre raison est que trouver ce qu'il faut faire est en fait très difficile. Et plus on y pense, moins ça semble réaliste et possible. Une autre raison encore est que la super intelligence électronique, là ici, est probablement encore éloignée de plusieurs décennies et on a déjà d'autres problèmes à régler. Là, il y a un renvoi petit 1, je vais aller voir en dessous. C'est intéressant. Si vous voulez essayer de deviner quand est-ce que ça pourrait arriver, il y a deux choses qui, je pense, pourraient être en jeu. La puissance de calcul et le développement algorithmique. Pour la puissance de calcul, supposons qu'il y ait environ 100 billions de neurones. 100 billions, c'est 100 000 milliards, je crois. Non, 100 milliards, 100 milliards de neurones, et c'est les trillions qui sont des milliers de milliards, ouais, je crois. Donc il y a 100 millions, 100 milliards, je vais arriver, de neurones et 100 000 milliards de synapses dans un cerveau humain. Et considérons que le neurone moyen s'active 5 fois par seconde. Maintenant, pensez à combien de temps il faudrait pour que la puissance de calcul actuelle, enfin dans sa trajectoire, obtienne une machine avec assez de mémoire et de flops, là, de puissance de calcul pour simuler tout ça. Pour les algorithmes, les réseaux de neurones et le reinforcement learning, l'apprentissage par renforcement, donc, puisqu'ils ils se sont mieux comportés, ils ont mieux performé que ce que j'avais espéré pour les entrées et les sorties, c'est-à-dire, pour les exemples, hein, c'est vrai que ça m'avait impressionné il y a quelques années, ça. Le légendage, le fait de mettre des légendes sur des photos parfois complexes, c'est la première chose que j'ai vue des IA qui m'ont estomaqué, je peux dire. Ensuite, battre les humains à des jeux vidéo. Alors, bien sûr, on ne parle pas de bots qui ont été conçus en même temps que le jeu vidéo, on parle
d'IA qui connaissent pas le jeu et qu'on met devant et qui, rien qu'avec l'image, apprennent à y jouer, hein. C'est là que c'est intéressant, bien sûr. C'est ce qu'il écrit ensuite, hein. Gna, 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 donc il prend ces exemples-là. Je suis toujours surpris de la façon dont la plupart des gens ne sont pas impressionnés avec ces résultats. L'apprentissage non supervisé est un point faible, ça marche moins bien, et c'est probablement un point critique qui permettrait de répliquer l'intelligence humaine. Mais de nombreux chercheurs avec qui j'ai discuté sont optimistes à propos de leurs travaux actuels, et je n'ai pas de raison de penser que c'est en dehors du contexte possible pour une machine de Turing. Je remonte avant la petite note. Donc ça disait, voilà, c'était les raisons pour lesquelles on parlait pas trop des menaces. Beaucoup de gens pensent que c'est trop éloigné ou que l'IA, de toute façon, n'arrivera jamais à ressembler à un cerveau humain, etc. Mais nous aurons à faire face à cette menace tôt ou tard, et nous avons beaucoup de travail avant d'y arriver. Donc voici une suggestion. Le gouvernement américain, ainsi que tous les autres gouvernements, devraient réguler le développement de ces IA super intelligentes. Dans un monde idéal, la régulation devrait ralentir les vilains, les méchants, et accélérer les gentils. Il semble que ça arrive. Non, plutôt, il semblerait que ce qui va arriver avec la première ASI à être développée va être important. Bien que ma croyance générale soit que la technologie est souvent surrégulée, je pense qu'une certaine régulation est une bonne chose et je détesterais vivre dans un monde sans régulation du tout. Et je pense que c'est clairement une bonne chose quand la survie de l'humanité est en question. Au passage, il y a un précédent pour la classification de savoir développé de manière privée quand comment dire, quand il y a un enjeu et des risques sur la vie humaine au niveau global. Le meilleur exemple est Silex. Alors j'ai fait des recherches sur la première lecture de l'article, j'ai cherché de quoi il parle là-dessus, mais je n'ai pas trouvé. Si vous savez de quoi il est question, ça m'intéresse. Pour dire une évidence, un des plus grands challenges que les États-Unis ont brisé toute confiance avec la communauté de la tech durant les quelques années qui ont précédé. On aurait besoin d'une nouvelle agence pour faire ça. Je suis certain que les commentateurs sur Internet diront que tout ce que je suis sur le point de proposer n'est pas assez spécifique, ce qui est vrai. Je veux juste commencer une conversation, on va la terminer. Le premier danger avec les ASI va probablement impliquer les humains et les ASI travaillant ensemble. La régulation devrait donc s'occuper à la fois des cas d'humains ayant des intentions mauvaises et qui utiliseraient ces intelligences pour arriver à leur fin. Par exemple, mettre la panique sur les marchés financiers ou sur les trafics aériens. Et il faut aussi apprendre à gérer le cas accidentel où une ASI serait utilisée pas forcément à des fins maléfiques, mais qui pourrait causer des problèmes de manière imprévisible. Plus spécifiquement, la régulation devrait, premier point, proposer un cadre qui permettrait d'observer les progrès. Cela devrait arriver de deux façons. La première façon, c'est regarder les endroits dans le monde où il semblerait qu'un groupe est soit en train d'être aidé par une intelligence vraiment puissante, ou qui serait en train d'entraîner une telle intelligence. Le second moyen, c'est d'observer les entreprises qui travaillent sur le développement d'une ASI. Ces entreprises ne devraient pas avoir à révéler tout ce qu'elles font, enfin comment elles font ce qu'elles sont en train de faire. Mais de toute façon, les gouvernements, s'ils deviennent sérieux à propos de ce problème, ils auront plus de ressources que les compagnies privées. Ce qui est peut-être discutable, je sais pas. Mais... Enfin oui, dans l'absolu, les USA, bien sûr. Mais périodiquement, il faudrait montrer à des régulateurs les capacités de leurs IA, quoi. Ça serait pas une mauvaise idée. Deuxième grand point, étant donné à quel point un bug pourrait être désastreux, il faudrait exiger le développement de garde-fous pour réduire le risque de cas accidentels. Par exemple, au-delà d'un certain checkpoint, on devrait demander que le développement, oui c'est ça, ne soit fait que sur des ordinateurs coupés du réseau. Air-gapped, c'est un peu quand on met des SAS quoi, pour s'assurer que
Un ordinateur n'a pas accès à tout et n'importe quoi. On pourrait demander que les programmes qui peuvent s'auto-améliorer demandent une intervention humaine pour aller plus loin à chaque itération, exiger que certaines parties de ces programmes soient sujets à des codes review de la part de tierces personnes, etc. Je ne suis pas très optimiste par rapport à ces méthodes qui ne vont probablement pas marcher tout à fait. Les humains seront toujours le maillon faible dans ce type de stratégie. Voir les expériences de pensée il y a dans une boîte. Mais en tout cas, ça vaut le coup d'essayer. Être capable de faire ça, si c'est possible, demandera une grande quantité de recherche technique et de développement que nous devrions commencer tout de suite. Le travail est presque entièrement séparé. Ce travail est séparé du travail qui se passe en ce moment pour faire en sorte que ces machines fonctionnent, que ces intelligences fonctionnent. Pour dire une évidence mais importante, il est vital qu'on écrive les régulations de telle sorte qu'elles puissent procurer de la protection tout en limitant le ralentissement de l'innovation, bien qu'il y en aura forcément un petit peu de ce ralentissement. Troisième grand point, il faudrait exiger que la première ASI développée dispose en tant que composante de son fonctionnement des règles qui, point A, ne peuvent pas causer de mal direct ou indirect à l'humanité, voire la loi d'Asimov 0. Point B, que ça devrait détecter d'autres ASI qui sont en train d'être développés, mais que ça ne fasse rien au-delà de la détection. Point C, en dehors de ce qui est requis pour la partie B, que ça n'ait pas d'effet sur le monde. À l'heure actuelle, on ne sait pas comment implémenter tout ça. Donc là aussi, on a besoin de recherche technique et de développement qu'on devrait démarrer tout de suite. Grand point numéro 4, il faudrait fournir beaucoup de fonds pour la recherche et développement sur des groupes qui permettront de mettre en place tout ça. Donc c'est précisément tout ce qui permet de faire de la recherche sur ces domaines. Entre parenthèses, malheureusement, c'est ce qu'on a constaté un peu l'inverse récemment chez Microsoft et autres. Il y a eu des gens licenciés qui travaillaient sur les questions d'éthique en IA, notamment. Bon, ok. Grand point numéro 5. Il faudrait fournir un cadre à plus long terme sur la façon dont on pourrait trouver un futur sûr et heureux pour coexister avec une telle super intelligence électronique. La version la plus optimiste semble être une sorte de mélange entre l'humain et la machine. On n'a pas à s'en occuper, enfin, on n'a pas à trouver la solution parfaite tout de suite. La régulation devrait avoir un effet sur le développement de l'ASI via des financements. Plein de firmes et de grandes compagnies technologiques ne veut pas briser les lois principales. Most venture-backed startups, oui voilà, bon, ils pensent que même des grandes startups et des compagnies énormes se plieraient à ce type de régulation. Bien sûr, ça pose la question du caractère international de tout ça. Je veux dire, enfin, là, ils pensent beaucoup aux USA, où déjà ça peut se discuter, mais quid des autres pays? Enfin, bon, c'est ça aussi qui complique un peu la donne. Bien qu'il soit possible qu'un loup solitaire dans un garage soit le seul à trouver comment fabriquer une AIC, il semble plus probable que ce soit un groupe de personnes très intelligentes avec beaucoup de ressources. Il est aussi probable, du moins par rapport à ce que je connais de ce type de travail, que ça impliquera des compagnies américaines d'une manière ou d'une autre. Bien que, comme je l'ai dit auparavant, je pense que tous les gouvernements du monde devraient mettre en place ce type de régulation. Des gens pensent que la régulation va ralentir les progrès aux USA et faire en sorte que la SI va être développée ailleurs en premier. On trouve souvent ce type de crainte sur Reddit notamment. Je ne pense pas qu'un peu de régulation soit de nature à contrebalancer l'énorme avance et la densité de talent que les entreprises américaines ont actuellement. Donc encore une fois, c'était écrit en 2015. En 2023, ça semble encore plutôt vrai. Il y a
Un avantage, évident à la SI, ça pourrait résoudre un paquet de problèmes, auxquels l'humanité doit faire face. Mais dans mon opinion, c'est pas le cas par défaut. L'autre gros avantage est que cette intelligence pourrait nous aider à trouver comment nous télécharger, enfin nous téléverser dans des serveurs, ce qui nous permettrait de vivre éternellement dans des ordinateurs. Ou peut-être que d'une certaine façon, on pourrait faire la SI, une descendante de l'humanité. D'une manière générale, l'arc technologique a été, comment dire? Ça s'est fixé sur le fait de réduire l'aléatoire, les risques entre guillemets, et d'améliorer notre contrôle sur le monde. À un certain point dans le siècle qui arrive, on va avoir le comment dire, le plus que jamais. En fait, enfin, je résume avec mes mots. Il estime que jusqu'à présent, on a tout fait au niveau des recherches technologiques pour avoir un avenir moins sujet aux incertitudes. Et avec l'IA qui va être quelque chose de difficile à comprendre quand elle sera très intelligente, on a au contraire quelque chose de très incertain. Voilà. En ce qui concerne la politique, en général, on se bagarre pour des petites différences. Ces différences sont vraiment ridicules en comparaison de la différence entre les humains et les aliens. Ce qui correspond à ce que sera une ASI. Nous devrions être capables de nous rassembler pour trouver une stratégie de régulation rapidement. Donc, il remercie quelques collaborateurs pour la relecture et tout ça. Et voilà. Bon, bah, c'était une lecture de deux vieux posts de blog de Sam Altman en 2015, à peu près la même époque de l'année. Bon. Et je vais vous laisser là-dessus, tout simplement. Je ferai d'autres vidéos prochainement sur le même sujet. Et de temps en temps, j'intercalerai des lectures de papiers scientifiques que je pourrais résumer tant bien que mal. C'est pas une chaîne de vulgarisation, je ne suis pas chercheur moi-même. Mais en tant que développeur, je peux parfois rendre certaines choses plus intelligibles à la mesure de mes moyens. Je vous dis à une prochaine fois pour de prochaines vidéos sur ces sujets-là. Au revoir.